Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 30. Les 5 étapes du deuil, c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Vous est-il déjà arrivé de regarder une série ou un film où un personnage traverse un deuil et d'entendre cette fameuse phrase « T'inquiète pas, c'est normal, tu es dans la phase de déni ». Livres, séries, films, les références aux 5 étapes du deuil par lesquelles toute personne passerait sont nombreuses et ces étapes font tellement partie de notre paysage culturel que vous n'avez peut-être jamais remis en cause la validité de ce système théorique. En préparant l'épisode, je me suis demandé où j'avais vu ça pour la première fois. Et c'est peut-être dans le film La vie de David Gale avec Kevin Spacey. C'est un film qui est sorti, je regarde en même temps, en 2003. Alors là, je viens de me prendre un petit coup de vieux en direct. Bref. Dans cet épisode, je vous propose, au travers du témoignage de Claire, de réfléchir ensemble à la question du deuil et à la cascade émotionnelle qui nous submerge dans ces moments. Et peut-être que ça vous permettra de porter un regard nouveau sur ce moment de vie auquel nous sommes tous inévitablement confrontés. L'histoire de Claire, le deuil n'est pas linéaire. Claire a 42 ans. Elle vivait une vie tranquille avec son mari et ses enfants et son demi-frère. Parce qu'une vie tranquille ne veut pas forcément dire qu'elle l'a toujours été. Et le passé familial de Claire fut assez tortueux. Alors, sans entrer dans les détails, elle s'est retrouvée tutrice de son frère au décès de son père et a continué à l'héberger pendant ses études. Son demi-frère, Thomas, avait 21 ans quand il est mort. Voilà ce qu'elle dit. Mon frère Thomas est parti il y a 3 ans. Un accident de moto. Cet instant a fait basculer ma vie. Et pourtant, de l'extérieur, on dirait que presque rien n'a changé. Je me souviens encore du coup de téléphone. C'était un mardi soir, je préparais le dîner. Je n'ai pas eu de phase de déni comme on peut le lire dans les livres. Non, la réalité, je me la suis prise en pleine figure. Mon petit frère, mon Tom, il était parti. Les gens autour de moi me disaient c'est terrible, mais tu verras, la douleur va s'apaiser. Et puis ils me regardaient avec des yeux qui disaient allez, courage, ça va passer. Mais 3 ans plus tard, je suis toujours là, à osciller entre des émotions que je ne comprends même pas moi-même. Je raconte à mes enfants les bêtises qu'on faisait ensemble, je regarde des photos, je ris en me souvenant de certaines blagues. Et puis, sans prévenir, une odeur, une musique, et c'est comme si on m'arrachait le cœur une deuxième fois. Comme si je prenais à nouveau conscience de sa mort. La semaine dernière, j'étais dans le garage et j'ai retrouvé son vieux casque de moto. J'ai ressenti une colère si violente que j'ai failli le fracasser contre le mur. Comment a-t-il pu être aussi imprudent ? Comment a-t-il pu nous laisser ? Et puis, 1 minute plus tard, je serrais le casque contre moi en pleurant, en m'excusant d'être en colère contre lui. On m'avait dit que l'acceptation viendrait avec le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accepter ? Il y a des matins où je me réveille en paix, où je sens que Thomas veille sur nous. Et le soir même, je peux me retrouver à ruminer le passé, à être complètement submergée par le manque. C'est ça, faire son deuil ? La culpabilité aussi, elle va, elle vient. Culpabilité de rire alors qu'il n'est plus là. Culpabilité d'oublier parfois, l'espace d'un instant qu'il est parti. Culpabilité de vivre et de voir mes enfants grandir alors que lui, c'est fini. Je ne fais pas mon deuil. Je vis avec. Certains jours, c'est un poids qui m'écrase. D'autres jours, c'est une présence douce qui m'accompagne. Thomas n'est plus là physiquement, mais notre relation, elle continue d'évoluer. Je lui parle encore, vous savez. Je lui raconte mes journées, je lui demande des conseils. Il y a 3 ans, on m'a dit que la douleur passerait, que je traverserais des étapes et que, au bout, je trouverais une sorte de paix.
Mais pour moi, ça s'est pas passé comme ça. C'est différent. Pour moi, c'est pas un chemin tout droit, avec des étapes bien définies. C'est plutôt comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on est perdu, on comprend rien. Et puis, petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, on commence à saisir quelques mots, et puis quelques phrases. Aujourd'hui, j'apprends à parler cette langue étrange, du souvenir et de l'absence. J'apprends que je peux être triste et reconnaissante pour les moments partagés. J'apprends que, parfois, je peux l'oublier et je peux toujours l'aimer. La présence de Thomas dans ma vie a changé de forme, mais elle continue de m'inspirer. Quand mes enfants rient comme lui, quand ils font les mêmes grimaces, je souris. Il y a un peu de lui dans ce que nous vivons et dans ce que nous faisons vivre. Les livres ne parlent pas de tout ça, de cette transformation de la tendresse. Peut-être que c'est finalement ça, faire son deuil. Apprendre à aimer autrement. Apprendre à aimer différemment. Décryptage. Le témoignage de Claire est profondément touchant, n'est-ce pas ? Cette valse d'émotions qu'elle traverse, ce va-et-vient entre sourire et larmes, entre colère et amour, peut-être que vous aussi vous avez ressenti ça en vivant un deuil. Ce qui me frappe particulièrement dans son témoignage, c'est cette phrase. De l'extérieur, on dirait que presque rien n'a changé. N'est-ce pas là toute la complexité du deuil ? Cette transformation invisible mais profonde qui nous habite ? Le deuil, il est invisible aux yeux des autres, mais à l'intérieur de soi, tout est bouleversé. Claire vit un deuil particulier, celui d'une disparition brutale. Un mardi soir ordinaire qui devient extraordinaire au sens de sortir de l'ordinaire, en l'espace d'un coup de fil. Et cette brutalité, cette violence de l'événement teinte forcément sa façon de vivre son deuil. On voit que la culpabilité, la colère et la tristesse se mélangent aux souvenirs et surviennent de manière indifférenciée en termes temporels. Alors, est-ce que Claire est un cas particulier ? Ou bien le deuil prend-il toujours des formes aussi diverses que les histoires de ceux qui les vivent ? Y a-t-il plusieurs façons de vivre le deuil ? Est-ce que son vécu est anormal ? Pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose de regarder d'un peu plus près cette fameuse théorie des 5 étapes du deuil formulée par Elisabeth Kübler-Ross. Qui est Elisabeth Kübler-Ross ? Elisabeth Kübler-Ross est née en 1926. Elle grandit en Suisse alors que l'Europe s'embrase. C'est la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est encore qu'une toute jeune soignante, étudiante dans une clinique, car son projet était de devenir médecin, qu'elle se retrouve déjà confrontée aux horreurs de la guerre, aux réfugiés fuyant l'Allemagne nazie et arrivant en Suisse. Animée par une volonté d'aider et de faire plus, elle décide de s'engager dans le service civil international et elle est affectée à des missions en France et en Pologne. Là-bas, elle découvre l'impensable, les camps de concentration, les survivants marqués par l'horreur, les épidémies qui ravagent les populations. Elle finira d'ailleurs elle-même par contracter la typhoïde, ce qui l'obligera à revenir en Suisse. Toujours aussi déterminée, elle passe son diplôme de médecine en Suisse et devient psychiatre. Puis elle se mariera à un Américain et partira vivre aux États-Unis, où elle consacrera sa carrière à un domaine encore peu exploré à l'époque, les soins palliatifs et l'accompagnement des mourants. Toutes ces expériences de vie, brutes, crues, peut-être traumatiques aussi, ont façonné sa vision du deuil et de la mort. Alors je m'arrête 2 minutes là-dessus, parce que c'est important. Pratiquer des métiers comme la psychiatrie et passer toute une carrière en soins palliatifs comme elle le fera, eh bien c'est pas anodin. Et ma conviction, et là je partage vraiment mon avis personnel avec vous, c'est qu'on ne choisit pas ces métiers par hasard. Quand on regarde les parcours de vie de ceux qui se tournent vers ces professions, on y trouve souvent des histoires fortes et parfois, comme pour Elisabeth Kübler-Ross, des trajectoires marquées par une confrontation précoce à la souffrance et à la perte. C'est en 1969 qu'elle publie son livre Les derniers instants de la vie. Et là, ça a un succès fou. Alors qui veut dire succès, dit aussi son lot de détracteurs. Mais ce livre devient un peu comme une référence. C'est un peu comme si elle venait de créer le premier guide pratique pour faire son deuil. Sauf que, comme pour tous les guides pratiques, vous imaginez bien,
la réalité est souvent un peu plus complexe que ça. Les 5 étapes du deuil expliquées. Elisabeth Kubler-Ross a étayé sa théorie sur son observation clinique, au lit de plusieurs centaines de patients en soins palliatifs et en phase terminale, donc confrontés à leur propre mort. Son modèle a ensuite été élargi aux proches endeuillés, considérant qu'ils traversaient un processus émotionnel similaire. Donc déjà, vous voyez bien que le contexte d'origine de cette théorie n'est pas du tout celui de Claire, qui, elle, traverse un deuil consécutif à une mort violente et brutale. Et ça change pas mal de choses. Parce que la manière dont un deuil est vécu dépend aussi du contexte, de la culture, on y reviendra, et de l'histoire personnelle de chacun. Pourquoi ce modèle théorique a-t-il autant marqué les esprits ? Quand Elisabeth Kubler-Ross publie son livre dans les années 70, je vous l'ai dit, le succès est immédiat, et elle a même été un peu dépassée par ce succès. Mais pourquoi cette théorie a-t-elle autant résonné chez ses contemporains ? Était-ce parce qu'il y avait un vide théorique ? Était-ce parce que le modèle présentait les choses de manière assez simple et accessible ? Effectivement, avec un tel modèle, la compréhension du processus de deuil est plutôt facile et directe. Et puis, il y a aussi le fait que ces 5 étapes nous donnent en quelque sorte une feuille de route, une sorte de modèle universel auquel tout le monde pourrait se raccrocher. Et ça, c'est vraiment rassurant, surtout quand on affronte de telles questions existentielles, la perte de sens et la perte de repères. J'affronte un deuil ? Ok, pas de problème, tiens, il y a 5 étapes à suivre. On se croirait presque dans un carrousel Instagram avant l'heure. Bon, ok, j'exagère un peu. Mais je le fais exprès. Je le fais exprès pour vous montrer à quel point on peut vite tomber dans la caricature et la critique et jeter à la poubelle une théorie sous prétexte qu'elle est imparfaite, alors qu'une personne y a quand même consacré sa vie entière et qu'elle a touché des millions de gens à l'époque où elle a été publiée. Décryptage des 5 étapes. Alors cette théorie nous propose un modèle pour comprendre le processus émotionnel que traversent les personnes confrontées à la mort ou à une perte significative. Ces étapes ne sont plus maintenant décrites comme linéaires, c'est-à-dire que la personne qui vit son deuil peut naviguer de l'une à l'autre, les vivre dans un ordre différent. Néanmoins, quand le modèle a été établi, il suggérait un ordre d'apparition linéaire. Il y a donc la première étape qui est l'étape du déni. Alors si vous avez écouté mon podcast sur le harcèlement scolaire, vous êtes maintenant ultra calé sur le déni. Le déni, c'est la première réaction face au choc. On se dit « non, c'est pas possible ». Et en faisant ça, on nie la réalité de la perte. Nier cette perte, c'est une façon de se donner le temps d'absorber de manière progressive la nouvelle et puis de commencer à la traiter. Le déni sert de mécanisme de défense face au choc émotionnel intense que la personne affronte. L'étape 2, c'est la colère. Une fois le déni impossible à maintenir, une fois le choc encaissé, la personne peut ressentir de la frustration ou de la colère dirigée vers elle-même ou vers les autres. Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Et ça, on le voit bien quand Claire retrouve le casque de moto de son frère et qu'elle se met à se demander comment il a pu être aussi imprudent. La colère, là, est dirigée vers Thomas, c'est-à-dire vers la personne disparue. Alors que si elle s'était dit « j'aurais dû faire quelque chose », la colère serait dirigée contre elle-même. L'étape 3, c'est le marchandage. Cette étape est marquée par une tentative de négociation, souvent teintée de culpabilité. On cherche un compromis illusoire pour éviter la perte. On peut alors voir apparaître ce genre de pensée. Si seulement j'avais fait ça, peut-être que ça ne serait jamais arrivé. Cette phase s'appelle marchandage parce que l'idée c'est que la personne offre quelque chose en échange du maintien de la situation actuelle. En fait, c'est un moyen de reprendre le contrôle sur un événement qui nous échappe complètement. Par exemple, pour quelqu'un qui souffrirait d'une maladie incurable, ce marchandage pourrait s'adresser à une instance divine. Elle pourrait se dire « Si je pouvais au moins vivre jusqu'à ce que mon fils se marie, je n'en demande pas plus. » La 4e étape, c'est la dépression. La réalité de la perte s'impose, entraînant une période de retrait, de tristesse profonde et de vide. Et puis la 5e étape, c'est l'acceptation. La douleur ne disparaît pas, mais elle devient plus supportable. Le manque est toujours là, mais il ne submerge plus.
La personne finit par accepter que la situation est inévitable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chagrin, hein, mais la personne accepte, et cela provoque un certain changement dans sa vision des choses. Les émotions sont alors moins violentes. C'est ce que Claire exprime et expérimente quand elle dit que la présence de Thomas dans sa vie a changé de forme. Pourquoi ce modèle est contesté aujourd'hui ? Ce que Kübler-Ross nous a apporté de précieux, c'est cette compréhension que le deuil est un processus et pas un état figé. Or, si vous avez déjà vécu un deuil, vous savez que quand cela vous tombe dessus, vous êtes complètement accablé, littéralement c'est un raz-de-marée. Et lorsqu'on est en plein dedans, on a l'impression que ça ne finira jamais, qu'on ne retrouvera jamais une forme d'équilibre. Le modèle des 5 étapes peut donc avoir une véritable valeur pédagogique. Il permet aux personnes en deuil de comprendre qu'elles ne sont pas seules et que ce qu'elles ressentent n'est ni anormal ni définitif. C'est donc les réconcilier avec le fait que ressentir des émotions, plus ou moins violentes, eh bien, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'humains. Mais l'une des critiques majeures du modèle de Kübler-Ross, c'est son aspect linéaire et universel. Les recherches récentes montrent que le deuil ne suit pas un chemin prédéfini. Par exemple, l'acceptation peut être présente dès le début du deuil, contrairement à ce que proposait le modèle dans sa forme initiale. Par ailleurs, les émotions ne se succèdent pas de manière ordonnée. Tristesse, colère, culpabilité, soulagement. Non. Elles peuvent arriver dans n'importe quel ordre, se mélanger, revenir par vagues, et parfois même revenir des années plus tard. En fonction de sa propre histoire, des circonstances de survenue du décès, de la proximité avec la personne et des liens qu'on entretenait avec elle, de notre propre capacité à traverser les émotions, eh bien nous ne ressentirons pas forcément toutes ces étapes et les émotions pourront se mélanger. Il n'y a pas à l'heure actuelle de preuves scientifiques qu'il y aurait un bon ordre d'émotions pour faire un deuil réussi, si je le dis comme ça. Et la linéarité n'est absolument pas prouvée. Et surtout, il n'y a pas une seule manière de réaliser un deuil. Alors comme toute théorie qui simplifie une réalité complexe, elle a parfois pu être instrumentalisée par des personnes sincères ou par des personnes insincères, des gourous, qui peuvent l'utiliser comme un carcan rigide pour y faire entrer à tout prix leur vision du deuil. Or, le modèle de Kübler-Ross n'avait pas pour vocation de devenir une vérité universelle. Il était issu, je le rappelle, de ses observations cliniques. L'approche du deuil est donc beaucoup plus nuancée et doit prendre en compte des facteurs autres que le sujet du deuil lui-même. Il y a plein d'autres approches théoriques et il y en aura encore sûrement beaucoup dans le futur. Par exemple, l'approche de Georges Bonanno met en avant le rôle central de la résilience dans le processus de deuil. Son approche est basée sur des études longitudinales sur des milliers de personnes ayant vécu différents types de pertes, donc des recherches répondant au code de la science actuelle. Mais ces recherches sont aussi plus récentes que celles de Kübler-Ross, puisque c'est autour des années 2000 qu'il a publié sur ce sujet. Alors Georges Bonanno, lui, il réfute carrément l'idée d'étapes dans le deuil. Il a identifié 4 trajectoires de deuil, dont la plus fréquente est la résilience. C'est-à-dire la douleur est forte, mais la personne retrouve assez vite un équilibre. Et à côté de cette résilience, il y a la trajectoire du deuil chronique, c'est-à-dire une détresse prolongée avec des difficultés persistantes à s'adapter à la perte. Il y a la trajectoire du deuil absent ou retardé, où les réactions de deuil arrivent tardivement ou sont carrément absentes. Et puis la trajectoire de type dépression, où la perte déclenche ou exacerbe des symptômes dépressifs. Vous voyez bien là que l'approche de Kübler-Ross et de Bonanno ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, Bonanno adopte une démarche scientifique qui cherche à rendre compte d'une trajectoire d'adaptation à la perte, symptomatique ou non, et de l'autre, Kübler-Ross nous plonge dans l'expérience humaine, presque l'expérience existentielle du deuil. C'est intéressant de savoir que non, le modèle des 5 étapes du deuil n'est pas une vérité absolue pour chaque individu. S'il n'est pas pris comme une preuve scientifique, ce qu'il n'est pas de toute façon, ou comme une vérité, ce qu'il n'est pas non plus, mais plutôt comme une somme de témoignages recueillis, il devient d'emblée bien plus riche et nuancé. Si nous acceptons que le modèle de Kübler-Ross offre la possibilité de traverser ces étapes émotionnelles sans en faire une recette figée,
il apparaît alors comme une perspective complémentaire au modèle scientifique de Bonanno. D'ailleurs, le modèle de Bonanno nous montre qu'en cas de deuil absent ou retardé, il est aussi possible que la personne ne manifeste pas d'émotions ou les manifeste tardivement. Avec ces remarques, je voulais vous amener à réfléchir à la multiplicité de l'expérience humaine. S'enfermer dans des hypothèses et les prendre pour des vérités absolues, ça n'est jamais souhaitable. De même que se contenter uniquement de conclusions d'études scientifiques pour relater les expériences humaines risque de nous faire perdre la richesse et la complexité de l'être. L'importance de la culture. Les recherches croisées en psychologie, anthropologie et sociologie le montrent. Notre rapport à la mort et la façon dont nous vivons le deuil sont profondément influencés par la culture. Pour le dire autrement, les réactions émotionnelles et les comportements face à la perte sont influencés et modulés par l'empreinte des normes culturelles. La question du normal et du pathologique concernant le deuil est donc très influencée par la culture. Quand on prend conscience de cet impact culturel, on comprend bien qu'aucune théorie ne peut prétendre capturer l'expérience du deuil dans toute sa complexité et de manière universelle. Une approche trop rigide ou trop binaire ne tiendra jamais compte de sa diversité. D'autre part, l'expression du deuil, c'est-à-dire la manière dont on exprime son chagrin, ne dépend pas seulement de l'individu. Elle est aussi façonnée par l'entourage et par les institutions au sens large. Certaines cultures voient dans un deuil non pas une rupture, mais plutôt une affirmation de la continuité du lien avec le défunt. En témoignent des rituels funéraires étendus et des périodes de deuil prolongées. Mais chez nous et plus largement en Occident, l'attente implicite de la société, c'est un retour rapide à la normale, une récupération rapide, comme si le chagrin devait être maîtrisé, contenu, voire invisibilisé. Avec tout ça en tête, on voit bien que qualifier un deuil de pathologique nécessite une certaine expertise et une analyse approfondie du contexte global, notamment socioculturel. Conclusion. Il ne faut jamais oublier que notre compréhension du deuil est le fruit d'un long cheminement. Les théories évoluent, se confrontent aux expériences, se réajustent avec le temps et les nouvelles données scientifiques. Mais encore une fois, il me semble que la science, à ce jour en tout cas, ne peut donner réponse à tout. Ce modèle d'Elisabeth Kübler-Ross a eu le mérite de mettre au devant de la scène le fait que le deuil était un processus et non un état figé, que chaque personne passait par des émotions diverses. Sa popularité a permis de parler de ce sujet ô combien difficile. Il a permis d'ouvrir la discussion sur une expérience aussi intime que difficile à mettre en mots. Cela dit, un modèle théorique ne doit jamais devenir une prison. Comme un symptôme est une porte d'entrée et non pas une identité. Réduire une personne à ce qu'elle traverse à un instant T, c'est oublier la complexité de son histoire, de sa culture, de sa façon unique d'être au monde. Prendre en compte le contexte, l'histoire, la culture, la personne dans son ensemble avec ses croyances et sa vision du monde est essentiel pour pouvoir accueillir et accompagner des personnes endeuillées. Et tout ça ne pourra jamais se réduire à un symptôme ou à une échelle d'évaluation. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'est pas question de rejeter ici les études scientifiques ou les échelles d'évaluation. Bien sûr que les outils d'évaluation sont précieux, mais ils ne doivent jamais nous faire perdre de vue l'essentiel. L'humain derrière le concept, l'individu derrière le diagnostic ou le symptôme. Encore une fois, n'ayons pas une vision binaire ou simpliste des choses. Vous le savez bien, nous sommes des êtres complexes, voire parfois compliqués. Et c'est dans cette richesse que nous pouvons déployer toute notre humanité. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast et à me partager vos réflexions via les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram à mon.introspection ou par mail à stéphane@monintrospection.com. Je vous dis à très bientôt.